Alors, on passe à notre prochaine personne qui va nous parler. C'est Caroline Van Rossum, qui agit comme conseillère cadre au CIUS de l'Estrie-Chur, à la coordination des services à la population d'expression anglaise, en collaboration avec les directions cliniques à l'interne et les partenaires externes. Elle voit à évaluer, vous allez me dire aussi, c'est à rendre disponible et à adapter les services de santé et des services sociaux en langue anglaise sur le territoire estrien. Elle anime le comité aviseur au programme d'accès de son établissement et s'assure d'une vigie quant à la qualité des services en langue anglaise inscrits au programme. Elle s'implique au sein de la communauté de pratique des répondants en langue anglaise du réseau de la santé et des services sociaux en vue de notamment s'inspirer des pratiques prometteuses, harmoniser les messages à l'intention des usagers d'expression anglaise et auprès du personnel du réseau, et ce, en respect des lois et des obligations en vigueur. Est-ce que c'est bien... c'est bien résumé. C'est résumé. Merci. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Je suis très heureuse d'être ici. Petite anecdote que je ne peux pas passer sous silence. Moi, j'ai fait mon undergrad degree à Concordia University in Psychology et j'ai retrouvé un ancien professeur ici, Norman Segalowitz. Alors, ça fait quelques années, on ne se rappelait pas mutuellement l'un. Bien, moi, je me rappelais de lui, mais lui, non. J'étais un peu déçue, là. Après quelques centaines de personnes qui a dû, peut-être même milliers, je ne sais pas trop. Alors, bref, je pense que la partie que je vais vous présenter va être en complément à ce qu'on a vu aujourd'hui. Ça m'a aussi ramené, j'ai fait 15 ans de recherche psychosociale avant d'être gestionnaire dans le réseau de la santé. Je suis dans le réseau de la santé comme gestionnaire depuis 18 ans, en Estrie. Donc, on a fait référence à quelques projets tout à l'heure. Et puis, je vais vous présenter de façon très simple et très humble certaines tendances qu'on voit pour mieux communiquer avec les personnes d'expression anglaise ou de s'assurer que, dans le fond, quand on le fait, on s'adresse à eux de façon adéquate, mais aussi qu'ils puissent bien comprendre le message. Parce que depuis le début d'aujourd'hui, on est d'accord pour dire qu'il manque de personnel dans le réseau de la santé et de services sociaux. Mais peut-être qu'une des avenues, pas la seule bien sûr, mais c'est aussi la bonne utilisation de l'information qu'on transmet pour habiliter les gens à prendre un peu leur santé en main. Alors, j'ai un beau titre qui donne les bonnes pratiques de communication efficaces avec les langues officielles en situation minoritaire. Ici, moi, je vais beaucoup plus parler de l'anglais. Avant, peut-être, on a parlé tout à l'heure que je faisais partie d'une communauté de pratique, effectivement, de répondants. Je ne sais pas si tout le monde est clair avec... dans chaque établissement de santé, il y a une personne qui est responsable des services en langue anglaise dans son établissement. Alors, la semaine dernière, on avait un colloque de 3 jours avec CHSSN où on a été rassemblés aussi avec des personnes de la communauté. Puis, j'en vois beaucoup que j'ai vu la semaine passée, donc c'est un retour de courte durée. J'aimerais ça voir qui parmi les répondants, qui parmi ici sont répondants en langue anglaise dans le réseau de la santé. Alors, on en a quelques-uns là. Ah, voilà. OK, fait qu'on est 5-6 répondants qui sommes ici également. Donc, j'y vais tout de suite. OK. Alors, rapidement, je vais faire ça rapidement. Le contexte dans lequel nous sommes, on a parlé de différentes choses depuis le début de la rencontre. Le contexte là, en lien avec la langue anglaise au Québec. Les enjeux qui ne sont pas propres à la langue anglaise, mais certainement qu'on retrouve une difficulté de plus. Les facteurs contributifs à une bonne communication, quelques éléments à retenir et si vous avez des questions et commentaires, si on a le temps. Après ça, c'est la pause. Petite mise en garde.
Les éléments que je vous partage reflètent les pratiques en Estrie et sont issus d'expériences terrain. Ce n'est pas des recherches scientifiques balisées, ce sont des expériences terrain qu'on a reçues, qu'on a prises de différentes personnes. Par ailleurs, certaines de ces pratiques-là pourraient aussi être efficaces sur d'autres territoires. On a fait référence à Santé Québec tout à l'heure. Le plan stratégique de Santé Québec 2025-2028 contient 4 orientations, 13 objectifs, 20 indicateurs. Faites-vous-en pas, on ne va pas les passer en revue ici. Mais la première orientation, l'orientation 1, on parle d'une santé plus accessible vers un réseau de la santé et de services sociaux ancré dans la communauté. Et de cette orientation 1-là, il y a 3 objectifs. Assurer un accès simplifié, engager, c'est mon préféré, je l'ai souligné puis je l'ai mis en gras, engager les citoyens pour qu'ils soient des acteurs de leur santé et mobiliser la communauté dans la prévention et les services. Et le 3e, renforcer l'accès et la continuité de services sécurisants, surtout pour les Premières Nations et les Inuits. Donc, quelques éléments de contexte. Bien sûr, là, notre environnement évolue, la population grandit, la capacité du réseau stagne, ou peut-être, en tout cas, on n'augmente pas au même rythme. Donc, on ne peut pas se contenter d'une communication approximative ou sans impact. Nos communications doivent avoir une portée importante auprès des usagers. Il y a une réflexion à faire avant de communiquer quelque chose aux personnes. Il y a différents objectifs pour des sujets variés. On doit avoir une variété de modalités de communication. On ne peut pas uniquement se fier sur de l'écrit ou sur de l'oral. On doit avoir une variété de moyens. Et avoir une attention particulière aux messagers. En fait, ça, j'ai pris ça beaucoup de personnes, des travailleurs de proximité qu'on appelle, ou des personnes qui agissent au sein de la communauté dans laquelle on travaille, où les travailleurs travaillent. Et leur présence continue, stable, en continu, fait en sorte qu'ils ont une crédibilité au sein de leur auditoire. Et ça, je pense que ça peut être un élément qui est nécessaire pour communiquer des messages qui vont aussi être retenus par les usagers. Rapidement, parce qu'on parle beaucoup de l'Estrie, j'ai pris les données de Statistique Canada qui ont été approfondies ou en tout cas pas manipulées, mais réorganisées par Joanne Pocock, que vous connaissez peut-être. Donc, en Estrie, c'est un territoire quand même assez vaste. On a parlé de modèles urbains, semi-urbains. On est plutôt dans le semi-urbain ou même rural. 13 000 km². Environ 41 000 personnes s'identifient comme anglophones en Estrie. Parfois, il y a des personnes qui sont surprises de ce chiffre-là. 8,3 % de la population, donc sur 500 000. Il y a 2 RLS ou 2 réseaux locaux de services qui sont la Pomerec, qui comprend Lac-Brome, Cowansville, Knowlton, ce coin-là, et Memphremagog, qui compose 45 % de la communauté anglophone en Estrie, donc à peu près 18 000 personnes. Ce n'est pas des nombres absolus énormes, mais c'est donc la réalité dans notre communauté de l'Estrie. Pour la population active entre 25 et 64 ans, 50,7 ont un diplôme secondaire ou moins. Donc, dans nos communications, c'est des choses aussi qu'il faut tenir compte. Près de 25 % de la population a 65 ans et plus. Et un quart des personnes de 15 ans et plus vivent sous le seuil de revenus de 20 000 $ annuellement. Sherbrooke est la ville principale en Estrie, c'est à peu près 175 000 personnes.
Donc, dans les choses à considérer ou à tenir compte, c'est les enjeux de communication. C'est donc dans la nature des propos, on ne parle pas de la même façon si c'est pour la promotion, la prévention ou du curatif. Certains sujets peuvent être sensibles pour les personnes avec qui on communique. Donc, ce n'est pas toujours simple à aborder tous les sujets. Certaines ont des croyances aussi. Le niveau de littératie, donc, ce que je veux dire par là, c'est la responsabilité individuelle, la responsabilité collective et la réciprocité des échanges. Donc, un cinquième ou un Québécois sur 5 a de grandes difficultés à lire ou à utiliser l'écrit. On en a parlé, je vais le dire à voix basse, comme ça M. Robert ne sera pas trop... Les lois et obligations en vigueur. En fait, on a une primauté du français au travail dans le domaine de l'administration publique. Donc, on se doit d'être exemplaire dans nos travaux en français. Cela dit, ça ne veut pas dire que la connaissance des droits, Jennifer l'a adressé, la connaissance des droits des usagers et des obligations du personnel sont aussi à considérer. Donc, le personnel du réseau de la santé et de services sociaux a l'obligation de permettre à l'usager à naviguer dans le système. Et par conséquent, on doit faire le nécessaire pour l'aider à pouvoir trouver les soins ou services disponibles. Les outils disponibles aussi, donc, on a parlé de connaître à l'avance le fait que l'usager parle anglais ou s'exprime en anglais. Comme vous le savez, sans doute, là, nos systèmes ne se parlent pas actuellement, ce n'est pas une donnée fiable. Il y a quand même des travaux qui sont en cours pour une forme d'harmonisation des pratiques également. Ce qui peut aider à une bonne communication avec la communauté d'expression anglaise, c'est d'utiliser le langage clair. On l'a abordé aussi, ça, tout à l'heure. Il existe des formations pour les professionnels du réseau de la santé et de services sociaux. Là, je ne prétends pas être une experte là-dedans, mais aller à l'essentiel, vraiment réduire les messages qu'on veut passer, réduire la quantité d'informations qu'on veut passer, être bien ciblé sur les messages clairs qu'on veut transmettre. Des phrases courtes, faire référence à des expériences, des consignes affirmatives. C'est toutes des données, là, des éléments qui sont contributifs positivement à une bonne compréhension. Ça aussi, riche de notre expérience avec les personnes qui travaillent avec les usagers, un environnement sécuritaire, en fait, significatif, neutre pour les personnes qu'on dessert. Donc, dans des situations où les personnes ont des vies qui regrettent un peu ou qui ne sont pas à l'aise plutôt avec l'environnement scolaire, bien, on ne fait pas des rencontres à l'école. Il faut trouver un lieu, dépendamment du message qu'on a à transmettre. Il faut être attentif à où on transmet le message, à quel moment aussi dans l'année ou et dans la journée, dans l'année et dans la journée. Modalité aussi pour faciliter la participation. On est dans un milieu semi-rural, je l'ai dit. Il peut arriver que les personnes n'ont pas l'argent nécessaire pour se transporter jusqu'à l'activité d'information. Donc, il faut qu'on prévoie des modalités pour faciliter la participation. Puis, ce n'est pas parce qu'on informe les personnes ou qu'on donne la communication à des personnes vulnérables qu'ils ne peuvent pas nous rendre en retour des actions. On peut utiliser ces personnes-là aussi pour, je ne sais pas, une activité de bénévolat avec l'école ou quelque chose. Il y a une forme de réciprocité qui est importante aussi. C'est pas juste parce que tu es une personne vulnérable que tu n'as pas quelque chose à apporter, à contribuer à la société également.
Donc, différentes modalités aussi pour atteindre les publics cibles, par les journaux, la radio, pour faire la promotion de notre petit projet Allô Tournesol. On a beaucoup parlé avec la radio communautaire en langue anglaise, en Estrie, les journaux aussi locaux, des podcasts, sites web, dépliants. Donc, la créativité est importante. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir une attention particulière aux messagers, une personne crédible, présente et stable. Donc, sans plus à retenir, pour avoir une communication, les communications efficaces dans le réseau de la santé sont essentielles pour les différentes raisons qu'on a déjà évoquées. La teneur du message, la façon de transmettre le message aussi, et le messager. Alors voilà, c'est ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui.